Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à tous d'être venus. Nouvelle semaine, nouvelle rencontre de la bibliothèque Gulbenkian, une fois de plus ici à la Fondation Maison Sciences de l'Homme, que nous remercions pour son généreux accueil. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir l'écrivain Valérie Roman pour la présentation de 10 raisons de vouloir être chat, traduit par João Viegas, qui malheureusement n'est pas là avec nous ce soir. Donc, ce livre, il est paru récemment aux éditions Métaillé, que nous saluons chaleureusement, en la présence d'Anne Lima. Oh, Chandaigne, pardon. Édition Chandaigne, pardon. Et d'Anne Lima et de Mylène Contival. Veuillez m'excuser. Un grand merci à tous les deux. Alors, également, un grand merci à la librairie portugaise avec laquelle vous pouvez prendre les livres de l'auteur et puis à la fin les faire dédicacer. Donc, Valérie Roman, après des études de philosophie, il se consacre à l'écriture. Il est également poète, traducteur et homme de théâtre. Son premier roman, Autisme, premier volet de la trilogie Paternité ratée, a eu un grand retentissement critique en France et au Portugal. Il a été finaliste du prix féminin étranger. Donc, ces livres sont pratiquement tous traduits aux éditions Chandaigne. Ils ont été traduits par Elisabeth Monteiro Rodrigues et par João Viegas. Anne Lima, pour accompagner notre invitée, est éditrice. Elle a fait des études en histoire et gestion. Et avec Michel Chandaigne, ils ont créé les éditions qu'elle dirige depuis lors. Après la présentation du roman, un temps sera réservé aux questions du public et vous pouvez vous procurer le livre auprès de Mylène Contival et le faire dédicacer. Très belle rencontre et merci de votre attention. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à la Fondation Gulbenkian pour cette invitation. Merci à Valérie d'être venu jusqu'à nous, puisqu'il a pris l'avion ce matin et voilà, il est là avec nous. Il va rester 3 jours en France et il ira à La Rochelle et puis après à Noisy-le-Grand, c'est ça? Voilà. Donc nous sommes très heureux d'accueillir Valérie. Je sais pas si... Donc on parle en français, bien sûr, parce que je pense que tout le monde ne comprend pas le portugais. Valérie, on a la chance d'avoir un auteur donc lusophone, mais qui est parfaitement francophone. Alors, Valérie, donc nous avons commencé à publier Valérie déjà en 2015. Là, c'est le 5e livre que nous publions, donc 10 raisons de vouloir être chat, qui en portugais sont 10 razões de aspirar a ser gato. Et donc, on le publie, il est sorti là en janvier, avec la réédition d'Autisme en poche, livre que nous avions publié donc en 2015 et qui était déjà épuisé depuis quelque temps. Alors, Valérie, donc, comme on a déjà signalé, Valérie est né donc en 1974, qui est une année assez, disons... Symbolique. Peut-être qu'après, je te poserai quelques questions. Donc, ça permet aussi de faire un calcul de ton âge, mais ça l'âge aussi de la Révolution. Est né en France, à Clermont-Ferrand, et tu es rentré après au Portugal, tu étais adolescent. Et puis depuis aussi, tu vis à Lisbonne. Tu es surtout un Lisboète, tu habites vraiment au centre et tu as du mal à ce qu'on te déménage. Tu habites justement près des toits parce que c'est plus simple. Ton chat peut sortir. Ouais, et ils ont de l'espace dehors pour sortir et faire des chatteries. Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, tu es romancier, poète, traducteur et actuellement aussi chanteur. Ou disons... C'est pas vraiment de la chanson, mais du spoken word. Je chante au karaoké, mais mais ça compte pas. Ça compte pas, oui. Non, mais tu as un groupe qui s'appelle Mao Mao. Oui, à partir de traductions de poèmes chinois d'ouvriers contemporains, de l'anglais et du chinois. Bon, ils sont passés par l'anglais parce que je ne suis pas encore capable de traduire du chinois. On verra d'ici à 20 ou 30 ans ou 4 vies. Mais ce sont des traductions de l'anglais au portugais qu'on interprète les musicants. Voilà, toi, tu es plutôt un récitant. Oui. Voilà.
Voilà. Alors, revenons donc à nos livres. 10 raisons, donc, est le 5e livre de Valério que nous publions. Nous avions donc publié Autisme, traduit par Elisabeth Monteiro Rodrigues, De la famille en 2018 aussi par Elisabeth, Les autres Joana en 2019 et Manquer à l'appel en 2022. Ces 2 derniers, donc avec le chat, traduit par João Viegas, qui s'excuse et qui n'est pas là parce qu'il est, pour la première fois à peu près de sa vie, malade. Mais on espère qu'il ira mieux bientôt. Donc, je vais revenir d'abord rapidement sur ce qui fait qu'on s'est vraiment attaché, parce que pour nous, publier déjà, c'est sans doute l'auteur portugais avec Essa de Queiroz et Fernando Pessoa, donc c'est vous dire, que nous avons le plus publié. Et ça a été vraiment une révélation. D'abord, une révélation par une maîtrise de la langue. On sent chez Valério une maîtrise de la langue portugaise, un goût pour la langue, une grande connaissance aussi de la littérature portugaise. On sent des lectures derrière, mais aussi un grand plaisir d'une langue et d'une connaissance d'une langue parlée. Parce qu'il y a une grande générosité de l'humour, même quand il traite de sujets graves, parce que c'est souvent le cas, de façon grinçante. Il y a beaucoup d'humour, il y a des petites touches où on retrouve beaucoup de choses qui sont, disons, portugaises. Voilà. Et ça, on aime beaucoup, au-delà du fait aussi que, en fonction du sujet que Valério va traiter, il va mettre vraiment la langue au sujet au service de ce sujet. Par exemple, le premier, Autisme, c'est une construction qui est à plusieurs langues, disons, à plusieurs personnages qui se croisent, et on voit bien que disons que le discours, enfin, ou du moins les échanges entre les différents personnages, ils communiquent, mais ils n'arrivent pas vraiment à parler entre eux. Voilà. De la famille, ce sont des nouvelles, ça c'est un peu différent, mais Les autres Joana, qui est l'histoire d'un déni d'une femme qui veut absolument avoir un enfant et qui finalement va être dans le déni de l'enfant qui ne naîtra pas, en fond, ou qui ne naîtra pas vivant. C'est une sorte de séquence presque de cinéma en une seule séquence. C'est une montée comme ça, comme un opéra. Et c'est une écriture très, très baroque qui est très belle. Et pour Manquer à l'appel, où c'est l'histoire entre une mère et sa fille, la fille qui est une professeure universitaire de philosophie, mais un peu mise sous la coupe de sa mère, incapable, ne sachant pas vraiment agir dans le monde. Peu à peu, au fond, le rapport à la mère va basculer, parce que la mère va perdre peu à peu la tête et va tomber un peu dans un Alzheimer. Et l'écriture, peu à peu, va être une écriture à trous. Et donc, c'est vraiment cette plasticité que l'on aime beaucoup dans la façon que Valério a d'utiliser la langue, et surtout la langue portugaise. Donc, et dans ces premiers titres, donc, il y avait donc Autisme, Les autres Joana et Manquer à l'appel, qui faisaient la trilogie qui s'appelle Des paternités ratées, et de la famille aussi, et dans lesquels il est surtout question de la famille, des dysfonctionnements de la famille. Mais là, on va revenir donc au chat, parce qu'il est aussi question de famille. Alors, ce qui est curieux, au fond, c'est que ce livre que l'on publie maintenant en 2024, c'est au fond ton entrée en littérature, mais pas de celle qui a été publiée d'abord. Donc au Portugal, c'est en 2012 Autisme qui a été publié, mais tu as écrit 10 raisons d'aspirer à être chat en portugais, donc de vouloir être chat, en 2000. Donc pourquoi as-tu commencé à écrire et es-tu rentré en littérature par les chats? Bon, j'ai suivi le conseil d'écrire sur des choses qu'on connaît assez bien. Et c'était le cas des chats qui me passionnaient et qui me continuent à passionner. Et c'était une sorte d'exercice mathématique. On va faire un exercice d'écrire 10 nouvelles ou 10 petites racontes sur des chats, un thème. On va explorer ça en prisme. Et j'étais assez content avec le résultat, mais à l'époque, je n'imaginais pas le
le publier parce que je pensais, qui va s'intéresser à 10 histoires sur des chats? C'est vraiment pas un best-seller, non. C'est pas un roman, c'est pas une chose lourde et avec 400 ou 500 pages. Et comme j'étais beaucoup de temps sans écrire, peut-être de 2002 à 2011, je me rappelais même pas des chats et de ces nouvelles. Et en 2014, un éditeur m'a dit si j'avais quelque chose sur les chats, parce que mon Facebook était seulement des photos de chats et des choses avec des chats. Et alors, il m'a dit, mais tu n'as jamais écrit sur les chats? Et j'ai dit, peut-être que j'ai quelque chose. Et il a tellement aimé qu'il m'a dit, je veux le publier. Et il dit, bon, c'est ton argent, alors tu fais ce que tu veux. Et c'est comme ça, on arrive ici à 2024 et il y a encore des gens intéressés des chats, et mon Facebook continue. Quand il y a une publication, normalement, c'est sur des chats. Voilà, c'est très bien. Mais rentrer en littérature par les chats, mais pourquoi? Est-ce que c'était parce que tu avais déjà un exemple? Parce que tu avais lu des écrivains qui... Parce que c'est un sujet... Parce qu'on pense que ça peut être un sujet léger, mais c'est pas un sujet léger. Non, c'est un sujet... Sérieux. Sérieux, et il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur des chats. Et il y a beaucoup de photos d'écrivains avec leurs chats. Il y a, par exemple, Hemingway, il aimait les chats avec 6 doigts, qui sont les chats hexadactyles, qui ont été baptisés, comment on dit, appelés de chats d'Hemingway, à partir du moment où Hemingway a adopté cette espèce de chat qui est une anomalie génétique, mais qui arrive. Et d'autres? Et d'autres, Doris Lessing. J'écoutais tout à l'heure une histoire du chat de Cortázar. Quelqu'un ici qui m'a raconté une histoire du chat de Cortázar. Alors, il y a beaucoup de gens qui aimaient les chats entre les écrivains, surtout, parce que c'est peut-être l'animal le plus... qui est le plus, comment on peut dire, c'est pas comme un chien qui tout le temps nous demande de jouer ou d'aller se promener ou de manger. Non, un chat, il est là comme une lampe. Et quand on a besoin, on le caresse, etc., on revient, on écrit. Un chien, c'est un peu trop énergétique pour un écrivain. Donc c'est vraiment une question de choix littéraire. Oui, et je pense que tous les écrivains l'ont bien vu. L'ont bien vu, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut venir sur les genoux. Ouais, ça réchauffe. Ça réchauffe, c'est bien. Ça peut s'asseoir sur le clavier. Ça peut écrire aussi avec ça son peut poids. Écrire avec son poids, etc. Voilà. Mais bon, donc là, c'est finalement, donc tu commences par cette série de 10 nouvelles qui sont vraiment en fait 10 nouvelles, des 10 belles réussites. Et en fait, le chat est un révélateur ou un observateur. Comment tu présenterais ces nouvelles? Ou est-ce que c'est finalement on l'envie, ou c'est l'homme qui envie le chat? Je dirais que c'est toujours un motif d'envie du personnage qui, dans la nouvelle, trouve que ses problèmes sont toujours plus graves que les problèmes du chat domestique, bien sûr, qui n'a que le problème de se lever, de manger, de faire ce qu'il a à faire. Mais il peut dormir 18 heures sans penser à ce qu'il va faire demain et comment le résoudre. D'accord, mais donc là, c'est au fond, ces 10 portraits de personnes, c'est souvent des histoires donc de personnes d'une certaine fatigue de la vie,
ou de problèmes toujours de communication. Donc on va avoir un couple dans lequel ils n'arrivent plus à se parler, mais ça va être par le chat qu'ils vont réussir au fond à créer une communication. Ça va être celui ou deux autres qui ont des défauts. Il y en a un qui est bègue, l'autre qui ne voit pas bien, mais finalement c'est aussi le chat qui va les réconforter, les réconcilier avec la vie. Donc cette observation qui est le début d'une observation qu'on va trouver dans tous tes autres livres, voilà, comment elle naît? Est-ce que ce sont des choses que tu as vraiment vues ou c'est toi qui les as complètement imaginées? Bon, je pense qu'on n'a jamais eu tant d'animaux de compagnie qu'on a actuellement. Et ça veut dire quelque chose. Notre nécessité de trouver de la fée qui n'est pas humain ou humaine. C'est plus facile d'avoir un animal que c'est plus facile. De deux façons différentes, c'est moins exigeant. Alors, l'investissement n'est pas si grand qu'avec un humain. Et c'est plus facile à maintenir. Alors, c'est presque... Mais alors, ça dit quelque chose de notre société aussi. Et la forme comme les gens traitent ces animaux de fils et d'enfants, c'est un peu étrange. C'est déjà une sorte de la famille. Ouais. Voilà. Et donc, au fond, mais c'est quelque chose donc, que tu as pu observer par toi-même dans ton lien à tes chats ou que c'est... Ah bah oui, mais j'aime bien mes chats, mais ce ne sont pas la famille, ce sont des chats. Ils sont vraiment importants dans ma vie, mais c'est pas ma mère ou mon fils. Quand même, il y a des gens qui se prêtent à faire ce genre de confusion. Et ça, je pense que ça veut dire quelque chose. Je ne dirais pas de pathologique, mais de solitude. Mais donc là, si on prend des déraisons, il y a donc des pathologies ou non? Ah oui, bien sûr. Donc la première, surtout des neuroses. Donc la raison pauvre, qu'est-ce que tu dirais de la raison pauvre? Bon, l'envie d'avoir le confort d'un chat domestique, de pouvoir simplement manger quand il veut, peut-être ça. C'est-à-dire qu'au fond, la vie est dure, mais il vaudrait mieux avoir la vie d'un chat, quoi. Ah ouais. La raison psychologique? Je t'avoue que je ne me souviens pas. 2015. Alors, la raison supérieure? Ah, ça, c'est sur... le jeune intellectuel. Le jeune intellectuel masturbateur. Oui, ben, c'est l'envie d'avoir... de ce chat en absolue tranquillité d'être chat. C'est-à-dire qu'au fond, d'avoir cette vie de chat qui sort et qui est en rut. Ouais, et qui peut de façon cyclique, simplement exister sans les contraintes du monde moderne. La raison bègue? Bon, ça c'est une petite un bègue qui a un petit chat qui l'adopte, qui a été et qui il chante pour elle pour communiquer. Et ce n'est que quand il parle au chat qu'il n'arrive à pas bégayer. Voilà. La raison paralysée, ça c'est pour vous donner. La raison à 3, donc là c'est effectivement... Ça c'est le couple qui a un chat qui est le point d'application de la communication. La raison ophtalmologique? C'est celui qui va avoir une consultation d'ophtalmologie et qui retrouve toujours son chat et personne ne comprend comment il fait pour le retrouver. Ah ouais, c'est ça. La raison infantile qui est très belle. Ah oui, c'est sur Alice Au pays des merveilles. La raison plus ou moins, c'est parce que la vie est toujours plus ou moins. Oui. Sauf pour les chats. Et enfin, la raison de l'écriture. Qui est pourquoi écrire quand on pourrait être un chat qui est absolument parfait à tous les moments de son existence. Voilà.
Donc là, moi, je vous propose que l'on lise la raison A3. Et peut-être tu peux commencer, toi, un petit peu en portugais, ne serait-ce que pour comprendre, et puis après on lira en français. O amor não é geometria de paralelo, o amor é perpendicular, é oblíquo. E cansada, sinto-me cada vez mais cansada, acordo e tenho a vida pendurada a secar num baraço por cima da cama e não tenho forças para lá chegar. Sou baixinha, tenho medo das alturas e sei que devia pedir-lhe ajuda. Ele é homem, arranjava um escadote e resgatava-me a existência antes que ela se finde num eclipse silencioso, mas o amor, isso era quando eu sabia o que era o amor e agora não estou bem certa. Saí aos trambolhões da puberdade, o corpo criando pelos e pregas num gerúndio interminável, e ela passou à minha frente 1, 2 vezes. Naquela indiferença atenta que só as mulheres conseguem reproduzir, passou à minha frente muitas mais vezes. Até que me apercebi de que era ela, de que ela era o útero escolhido para reencaminhar uma infância à sombra de Freud, a mulher que me calhou na tómbola existencial, ela que haveria de passar as minhas camisas muitas vezes. Haveria de comer comigo à mesa, suspirando restos de montra e pasta al dente. Haveria de consolar-me meias fantasias próprias de adulto barrigudo, algumas vezes. E amar-me-ia dando-me um apêndice individual do futuro com nome próprio. Uma vez. Uma única vez. Agora mantemos diálogos silenciosos de autistas, comprámos uma gata preta para fingirmos interesse comum, criámo-la com a paciência de pais repetentes, um bichinho manso, tolhido de pelugem e sono, e é ela o ponto de aplicação da nossa cobardia afetiva. Ela recebe aquilo que cada um de nós é incapaz de dar ao outro. A gata preta, gorda, mimada, prova concreta do nosso mau jeito para lidar com o repertório dos afetos. Às vezes penso na minha vida como um mar calmo, um mar mediterrâneo onde encalham limos e destroços. Penso esses pensamentos numa certeza de haver por debaixo de uma maré alta e interminável um fundo onde as coisas escoam ordenadamente, planos perpendiculares, oblíquos, amor, num ritmo de vagareza satisfeita. Penso estes pensamentos e a gata regala o papo com mais 4 horas de sono, porque os bichos também sonham e sentem e falam a ciência própria de quem sabe tudo, e eu ando pela casa numa migração de gaivota, a gata a traçar tangentes no eixo das minhas pernas, e falo com o bichinho para não ter que falar com ele, para não ter de lhe dizer que sabia o que era o amor, e já não estou bem certa. Ainda ontem eu esperava na cama, ainda ontem era menina, e imaginava que a magia de um suspiro ensanguentado me faria imediatamente escalar na hierarquia feminina. Ainda ontem fazíamos amor 1, 2, 3 vezes por semana, e sentíamos que violávamos as leis básicas da aritmética, porque 1 mais 1 não é igual a 2, 1 mais 1 é igual a infinito. E agora lembramos de ter corpo quando a televisão arrota televendas e não é noite sueca. Lembramos da taxa anual de intercâmbio de fluidos como se fôssemos obrigados a prestar contas a um qualquer Ministério da Família e Pescas. E isto não é amor, não é carinho, não sei o que é. Só a gata sabe o que não lhe digo, a gata de batina preta em poses de confessora de paróquia, que jurou por Hipócrates, Jesus e os santos, que nunca diria nada a ninguém. E eu entro em casa todos os dias, e eu saio de casa todos os dias, e digo baixinho à gata, e digo baixinho à gata, eu amo-te, para não ter que lhe repetir a ela, para não ter que lhe repetir a ele. L'amour n'est pas une géométrie de parallèle. L'amour est perpendiculaire et oblique. Fatiguée. Je me sens de plus en plus fatiguée. Au réveil, je vois ma vie suspendue à une corde au-dessus du lit et je n'ai pas la force de l'atteindre. Je suis trop petite, j'ai le vertige. Je sais que je devrais lui demander de m'aider. C'est lui l'homme. Il trouverait un escabeau, puis il attraperait facilement mon existence avant qu'elle se termine en une éclipse silencieuse. Mais l'amour, ça c'était quand je savais ce qu'est l'amour, alors qu'aujourd'hui, je n'en suis pas sûre. Je suis sortie de la puberté en convulsion. Tourmentée par une éruption de poils et de boursouflures, elle est passée devant moi. 1 fois, 2 fois. Avec cette indifférence attentive que seules les femmes parviennent à reproduire, elle est passée devant moi. Beaucoup d'autres fois. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'était elle l'utérus choisi pour acheter une enfance passée sous l'ombre de Freud, la femme qui m'était donnée dans la tombola de l'existence,
celle qui repasserait mes chemises. Beaucoup de fois, qui mangerait à ma table, mâchant des souvenirs de vitrine et de la pasta al dente, qui me consolerait par des semi-fantaisies pour adultes pensus, quelquefois, et qui m'aiderait en me donnant une appendice personnelle d'avenir doté d'un prénom, une fois, une seule fois. À présent, nous dialoguons par des silences d'autistes. Nous avons acheté une chatte noire pour simuler un intérêt commun. Nous l'avons élevée avec une patience de parents redoublants, une bestiole tout en douceur, petite boule de sommeil et de poils qui est le point d'application de notre lâcheté affective, recevant ce que chacun de nous est incapable de donner à l'autre. Une chatte noire, grasse et gâtée. Preuve concrète de notre inaptitude à jouer dans le répertoire des affects. Parfois, je pense à ma vie comme à une mer calme, une mer méditerranéenne, où échouent épaves et limons. Ces pensées me viennent avec la certitude qu'il existe sous l'interminable marée haute un fond où les choses s'écoulent avec ordre. Des plans perpendiculaires d'oblique amour en un rythme de nonchalance satisfaite. J'ai ces pensées pendant que la chatte se délecte de 4 heures de sommeil supplémentaires. Car les bêtes rêvent aussi. Elles sentent, elles parlent, avec la science propre à qui connaît tout. Alors que moi, je déambule dans la maison en une migration de mouettes. La chatte trace des tangentes autour de l'axe de mes jambes. Et je parle au petit minou pour ne pas avoir à lui parler à lui, pour ne pas avoir à lui dire que je savais ce qu'est l'amour, mais je n'en suis plus sûre. Hier encore, je l'attendais dans le lit. Hier encore, j'étais une jeune fille et j'imaginais que la magie d'un soupir sanguillonnant me ferait aussitôt monter dans la hiérarchie féminine. Hier encore, nous faisions l'amour. 1, 2, 3 fois par semaine. Et nous nous sentions violer les lois fondamentales de l'arithmétique car 1 plus 1 n'est pas égal à 2. 1 plus 1 est égal à l'infini. Et à présent, nous nous souvenons de nos corps quand la télé érupte du télémarketing et que ce n'est pas le jour de bridge. Nous nous souvenons de la taxe annuelle sur l'échange des fluides comme qui devait rendre des comptes au ministère de la Famille et de la Pêche. Et ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas de la délicatesse. Je ne sais pas trop ce que c'est. Seule la chatte sait que je ne lui dis pas. La chatte en soutane noire qui pose en confesseur de la paroisse et qui a juré par Hippocrate, par Jésus et par tous les saints qu'elle ne dirait jamais rien à personne. Moi, je rentre à la maison chaque jour. Moi, je sors de la maison chaque jour. Et je dis tout doucement à la chatte, et je dis tout doucement à la chatte, je t'aime, pour ne pas avoir à lui répéter à elle, pour ne pas avoir à le lui répéter à lui. Voilà. Alors, les 10 nouvelles sont toutes de ce niveau d'observation, effectivement d'un problème un peu de communication. Et donc, enfin, c'est cette entrée en écriture, et finalement, tout ce que tu as fait après y est déjà d'une certaine façon. Est-ce que c'est toi? Là, il y a le chat qui est catalysateur, mais après, dans les autres livres, ça va être... c'est toi qui observes aussi. Ça va être l'enfant qui va être aussi l'objet ou celui qui va observer ces dysfonctionnements dans la famille. Donc, est-ce que c'est toi qui t'es transformé finalement en chat pour observer et observer les autres, voir comment ils vivent? Bon, je pense qu'il y a toujours la question de l'observateur innocent d'une réalité qu'il ne comprend trop bien ou pas assez bien. Et il y a l'aide du narrateur qui fait ce pont entre cette innocence qui observe simplement quelque chose qui le dépasse. Et ça aura quelque chose à voir avec mon enfance qui n'a pas été trop heureuse, oui, une enfance de solitude dans un pays que je ne comprenais pas trop bien. Et
Et peut-être... Là, tu parles de ton retour au Portugal ou Non, je parle de mon ici, enfance en France, oui. à Clermont-Ferrand. Et peut-être que j'ai peut-être pris cette perspective de cette innocence qui observe, parce que quand on n'a pas de pouvoir, c'est seulement ce qu'on peut faire, c'est observer. Et peut-être que c'est cette perspective qui devient chat et qui devient enfant dans les romans. Ouais, tu m'as fait justement penser sur ça. Et donc, c'est-à-dire, tu as eu des chats à partir de quel âge? À partir de déjà peut-être 6-7 ans. Mon père, il n'était pas très convaincu qu'un chat puisse être utile, parce que c'était un chasseur, un homme de campagne. Alors pour lui, les animaux, ils avaient une utilité. Les chiens pour garder quelque chose, les bêtes pour produire du lait ou de la viande. Et comme on était en France, un chat, et on n'avait pas de rat à la maison ou de souris. Alors un chat, c'était pas trop utile. Et il avait des problèmes à comprendre la notion d'animal de compagnie. Mais j'ai... Tu as réussi à en avoir un. Ouais, je l'ai convaincu avec des larmes. Et donc l'observation a commencé là. Oui. Voilà. Et donc après, Portugal, et depuis, tu en as toujours eu. Une petite interruption quand j'étais à l'Algarve, à la maison de ma sœur. Mais quand je suis... Ta vida. Oui. Quand je suis allé à Lisbonne, j'ai toujours eu des chats. Très bien. Et alors, maintenant, on peut peut-être s'éloigner un petit peu des chats. Quel est justement... on va profiter d'un peu des périodes où on est, de cette année 24. Je ne sais pas si les chats ont quelque chose à dire sur les 50 ans. Mais donc, tu nais en 74 au Portugal. Vous ne rentrez pas tout de suite au Portugal? Non, non. C'est ça, c'est quelques... Tu avais 10 ans, 11 ans quand tu es rentré? 11 ans. Voilà. Mais depuis, tu es devenu complètement lisboète. Et quel est ton regard comme écrivain, et écrivain toujours très critique, et qui ne fait jamais de cadeaux? Quel est ton regard justement sur ces 50 ans et tes 50 ans? Bon, pour moi, oui, parce que je rappelle simplement, parce que donc 74, c'était la révolution des œillets, c'était le 25 avril 1974 qui a été vraiment un basculement pour le Portugal. Et là, nous rentrons dans une période un peu de commémoration, alors que nous allons quand même devoir voter au Portugal en mars prochain. Donc on ne sait pas très bien comment ce sera commémoré, ou du moins avec quelle couleur ce sera commémoré. Mais je profite justement de ce cinquantenaire, double cinquantenaire, pour te poser cette question, parce que c'est ton regard qui est un regard sur la famille, c'est aussi un regard sur la société, et justement beaucoup juste sur la communication, sur la pauvreté, sur comment on vit au Portugal, mais au-delà de ça aussi. Mais quel est ton regard? Bon, je pense que ce qu'il y avait à faire avec le 25 avril, c'était carrément instaurer la démocratie, arriver à la démocratie finalement, et on l'a fait. Ce qu'on a fait avec la démocratie, avec ces 50 ans de l'Union européenne et de modernisation d'un pays qui était analphabète et illettré. On a fait beaucoup de choses, mais quand même, on est portugais, on ne peut pas attendre des miracles, parce que... Non, on a l'histoire pour comprover ça. On peut le voir dans les 900 ans que Portugal existe.
on a eu l'Empire portugais, qui n'a duré pas beaucoup pour une question d'échelle du pays et de grosse incompétence. Et je peux dire que si on fait une analyse assez froide de ce qu'on a accompli dans ces 50 ans de démocratie, c'est pas mal du tout parce qu'on était en retard en tant de choses qu'on a assez accompli pendant 50 ans. Mais je pense qu'on aura besoin de peut-être 50 ans de plus pour arriver à une moyenne européenne. Et en tant qu'écrivain, comment tu te sens, comment tu te places et qu'est-ce que tu dirais de la littérature et comment tu te places dans la littérature portugaise? J'essaye d'avoir le moins possible de contact avec... Non, je rigole. Mais je ne suis pas assez confortable dans le milieu intellectuel d'écrivains portugais ou quelque chose comme ça. Je suis plus confortable d'être assez éloigné de ce milieu et de pouvoir n'appartenir pas à aucune association ou à aucune... Je suis bien dans mon coin avec mon portable et mes chats, j'écris. Il y a beaucoup d'écrivains, bon, pas beaucoup, mais il y a des écrivains portugais que j'admire beaucoup. Par exemple Lope Antunes, il continue à faire des livres absolument impressionnants avec son âge, son bagage. Il continue à innover et à expérimenter dans la langue, dans le roman. Et il y a beaucoup de morts que j'admire. Tels que il y a un livre que j'ai lu assez récemment, Fernando Madureira. Il s'est suicidé il a tué son fils dans le procès. Alors, c'était 1981 ou 2. Il a écrit un livre vraiment bien écrit et vraiment frappant. Mais à cause de cet événement, de son suicide et d'avoir tué son fils dans le procès, il a été proscrit de la littérature portugaise pendant beaucoup de temps. Il a été réédité seulement en 2023. Et c'est de la prose, c'est de la poésie? C'est de la prose. D'accord. Bon, à découvrir, donc il faudrait peut-être pour les éditions Chandaigne. Língua Morta. Língua Morta, d'accord. Et pour la littérature française, donc parce qu'en fait, Valério, donc il y a cette histoire finalement d'être né ici, finalement d'une jeunesse où tu t'es pas senti très en accord avec le pays dans lequel tes parents avaient immigré, et donc après un retour au Portugal, tu étais un peu fâché avec la France. Ouais. Voilà. Et donc là, je pense qu'au bout de quelques temps déjà de retour, grâce aux traductions et grâce à il y a un petit... ça se passe mieux. Ah oui. Tu sais, les mémoires qu'on a de notre enfance sont comme toutes les mémoires, et si elles sont plus distantes, si elles sont plus éloignées, elles sont plus imaginées. J'imaginais mon enfance comme une chose de solitude et d'incompréhension. Et j'étais fâché avec un pays qui n'existe plus. Je pense qu'il n'existe plus. Je ne l'ai jamais retrouvé quand je viens en France. Mais c'était un pays qui ne m'a pas bien accueilli en tant qu'immigrant, parce que je n'étais pas le stéréotype de l'immigrant portugais. Je fréquentais un collège particulier, j'étais un bon étudiant. Et alors, il y avait
décalage entre ce que l'on attendait de moi et moi. Et je pense que c'est pas la faute des Français, c'est seulement la faute d'avoir une perspective stéréotypée sur l'étranger. Et ça, on peut l'avoir en Allemagne, en France, en Portugal ou quelque part. Alors, ça a servi revenir à France plusieurs fois pour comprendre ça. Je crois que tu es revenu à Clermont-Ferrand et que tu es repassé un peu sur les pas de ton enfance et que ça t'a aussi réconcilié, ça. Oui, ça a été un parcours à peu près entre la révélation, le mystique, la psychanalyse, je ne sais pas exactement, mais ça a été quelque chose comme ça. Et ton lien à la littérature française ? Bon, je lis de la littérature française et j'ai traduit Houellebecq et des écrivains français et une écrivaine canadienne. Mais je n'ai pas un lien comme je l'ai à la littérature portugaise parce que je suis plus éloigné de la France que je suis du Portugal, naturellement. Très bien. Écoute, merci beaucoup. On va peut-être passer aux questions. Merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante de votre parcours, de votre monde d'écrivain, etc. Je voulais vous poser la question par rapport à votre expérience à Clermont-Ferrand. Vous parlez d'une France qui n'existe plus. Pourriez-vous être un peu plus précise, moi-même étant aussi étranger en France, je voulais juste comprendre en fait pourquoi dans certains cas en fait on n'arrive pas, je sais pas, à s'intégrer, à comprendre, et dans d'autres cas peut-être que ça se passe un peu mieux. Voilà, c'est ma question. Merci. Je ne sais pas si j'ai exactement compris la question. Pourquoi dans certains cas on arrive à s'intégrer et dans d'autres cas on n'arrive pas. C'était ça la question? Ok, à peu près. Je pense que la France en milieu de 80 était différente de la France d'aujourd'hui et que la France de Clermont-Ferrand est différente que de la France de Paris. Et que la France, pour un enfant qui n'était pas ce que les Français attendaient de lui, était différente que pour un enfant qui était à peu près ce que les Français attendaient de lui. Alors, je ne sais pas si tout ça mélangé serait la réponse ou peut-être la solution de cette équation, mais je n'ai jamais j'ai revenu en France plusieurs fois, mais surtout Paris, et je n'ai jamais mais que disait senti, voltais sentir. Je n'ai plus ressenti. Oui, je n'ai jamais plus ressenti cette solitude que je sentais quand j'étais un enfant à Clermont-Ferrand. Et peut-être que la géographie a une importance décisive. Paris n'est pas Clermont-Ferrand. Que le temps a aussi cette importance décisive. Mais je suis plutôt heureux de revenir et de me sentir bien en France. Je ne dirais pas chez moi, mais assez confortable. Comme ça, il y a une chose qui me gêne un petit peu. C'est que quand on parle ou de son enfance ou d'un lieu où se situait cette enfance, là c'est Clermont-Ferrand, je trouve, je peux me tromper, mais en étant une enfant ou un enfant
qui a vécu tous les 2-3 ans dans un autre lieu et parfois un autre pays, moi j'ai trouvé que d'abord c'est un problème de déchirement, de coupure de liens affectifs avec très peu des amis ou des repères. Mais c'est aussi, jamais j'aurais dit la France, j'aurais dit ma classe, ou j'aurais dit mon voisinage, ou je veux dire, c'était du point de vue géographique, j'aurais jamais mis tout le pays dans le panier, si je peux dire. Et ce qui m'est arrivé, moi, quand je suis arrivée en 67, en étant avec un avantage, je peux dire, avec déjà la langue, et en étant moitié française, on m'envoyait à la figure, parce que c'était le moment où je suis moitié américaine, et votre Vietnam. Et c'est pour ça que l'idée que vous donnez du pays, la France, pour moi, c'est la prof ou la maîtresse, ou c'est quelque chose de plus réduit quand on est enfant. Bon, mais je suis né en France, alors je ne connaissais pas le Portugal. Ma première langue était le français. Alors pour moi, ma classe, mes petits amis, tout ça était la France. C'était une métaphore pour toute la France, parce que je ne connaissais pas toute la France. Je ne connaissais pas même Paris jusqu'à peut-être 8 ans. Et pour moi, la France était Clermont-Ferrand, où ma maîtresse, les gens, mes amis, les personnes dans la rue, pour moi, c'était la France. Je n'ai jamais eu une expérience de coupure. Je ne suis pas né au Portugal et venu en France. Je suis né en France et je n'étais pas français et je n'étais pas portugais. Alors c'est une expérience, pour moi la France était quelque chose encore étrange. Et bien sûr, parce que je ne connaissais pas toute la France, pour moi la France était Clermont-Ferrand et ma classe, mes amis. Moi je vais poser une question sur les chats. Pourquoi cette fascination pour les chats? On associe souvent l'idée d'un chat, c'est un animal énigmatique, mystérieux. On lui associe toujours la notion de liberté, indépendant. Finalement, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que justement cette fascination, c'est pour se couper, nous, adultes, de finalement ses obligations? Parce qu'un chat fait ce qu'il veut, il ne répond à personne. C'est une sorte d'envie, comme on parlait tout à l'heure, une envie de quelque chose qu'il ne soit pas le poids des responsabilités de la vie de tous les jours. Et c'est aussi un animal assez honnête. Il veut, il ne veut pas, il ne veut pas. Au contraire d'un chien qui est toujours bon, je ne veux pas, mais je négocie. Ouais. Un chat, c'est honnête et il comprend le langage de l'honnêteté. Quand je veux pas qu'il me saute, et on a rien à reprocher à l'un ou à l'autre. On est toujours au même niveau. Est-ce qu'on dialogue avec les chats? En silence, mais oui. Mon chat, un de Croquette, j'ai 2 chats, il parle trop. Il parle tout le jour. Il miaule beaucoup. Mais tu as de la nourriture, tu as des croquettes, tu as de l'eau, Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Il peut sortir? Non. Il peut sortir. Il peut sortir. Il faut dire que Valerio avait 2 chats, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes, qui ouvraient le frigo. Lui. Lui, voilà. Il ouvrait. Il ouvrait le frigo. Le frigo ancien. Celui-ci, il arrive. Mais c'est sûrement un apprentissage quand même. Il ouvre les portes quand je viens, quand je sors de Lisbonne, du Portugal. Je dois fermer toutes les portes pour qu'il n'ouvre pas les portes.
il sait ouvrir les choses. C'est un spécialiste. Non, on a quitté le Portugal et la France pour les chats et les humains, c'est tant mieux. J'ai lu votre livre, j'ai eu l'impression que ça parlait plus des humains que des chats. Et il y a une question depuis, enfin, il y a une pensée depuis qui tourne dans ma tête. Est-ce que, bon, peut-être vous avez peut-être pas, j'espère, une réponse définitive à ma question, mais est-ce qu'il faut avoir un chat ou des animaux pour se sentir humain dans le monde dans lequel on est aujourd'hui? Et est-ce que vraiment, pour communiquer, parce que c'est quand même le centre, à mon avis, de votre travail d'écriture, en tout cas dans ce livre, et dans les autres, je n'ai pas tous lu, mais est-ce que cette difficulté de communication, ça passe aujourd'hui aussi nécessairement par les animaux, par la relation qu'on a avec les animaux ou qu'on n'a pas? Moi, par exemple, je n'ai pas de chat. Bon, je suis tout à fait sensible à l'existence des chats et j'aime bien les gens qui ont des chats. Et j'aime bien les chats quand je vais chez mes amis, mais je n'ai pas de chat. Peut-être. Mais vous pouvez commencer maintenant. La chatomanie. Mais oui, je pense qu'on a un problème pas de communication, mais on a un problème d'empathie ou de quelque chose comme ça, parce que on a les outils pour communiquer avec l'autre, une personne de l'autre côté du monde, et on peut communiquer avec 20 personnes en même temps. Mais il y a une solitude qui s'est installée dans la vie moderne ou contemporaine, que ces outils ne comblent pas. Alors, il y a plus et plus de gens qui ont des chats, des chiens, des souris, des serpents et des animaux pour avoir quelqu'un à la maison. Et peut-être à 20 ans, il y a 20 ans, c'était la télé qu'on allumait quand on rentrait chez soi, la télé ou le radio. Et maintenant, c'est peut-être le portable qui est silencieux et le chat ou le chien qu'on doit promener. C'était juste une question parce que je pense que je n'ai pas bien compris quand vous avez dit qu'il nous fallait encore 50 ans au Portugal, c'est ça que j'ai compris, pour être dans la moyenne européenne. Mais la moyenne européenne de quoi? Quelle moyenne européenne? Par exemple, France. Mais moyenne de quoi? Quels sont les critères? Littératie, pouvoir économique, conditions. Je donne un exemple. On n'a pas de réchauffement central au Portugal. On dirait qu'on n'a pas d'hiver, mais c'est pas vrai. Et c'est quelque chose qui est à peu près basique dans tous les pays européens. Et on n'en a pas au Portugal, parce que quelqu'un a décidé que l'hiver au Portugal, ça n'existait pas. Comme l'été, oui. C'est quelque chose comme le Portugal est un pays mythique où il fait toujours 20 degrés. Et c'est pas vrai. Et être dans la moyenne européenne nous conduirait peut-être à une espèce de standardisation? Bon, si c'est le pouvoir économique, je n'ai aucune chose contre la standardisation de la Suisse ou de la Belgique ou de l'Allemagne. Au contraire. C'est un pays encore assez pauvre, le Portugal, en moyenne de salaire et on est encore loin de ce qu'on peut être, si on peut être un peu mieux, je ne sais pas. Peut-être la chance de devenir autre chose, puisque l'Europe est devenue. Ouais.
je ne sais pas si on n'ira pas devenir le pire que l'Europe est devenue avant de devenir autre chose. Bon, je suis très curieux, je voulais juste prolonger ma première question. Le retour au Portugal, comment vous êtes intégré au Portugal un peu virtuel que vous avez connu en France sans la connaître réellement? Voilà, c'est ça ce qui m'intéresse. Bon, j'étais trop... Bon, je dis toujours ça, mais ça continue à avoir un pouvoir explicatif. J'étais trop portugais pour la France et j'étais trop français pour le Portugal. Alors, les 2 premières années au Portugal, ou les 3 premières années, on était une intégration assez difficile parce que j'étais toujours le francieux. Qui au Portugal, c'est pas une chose... c'est pas quelque chose de bon à être, c'est quelque chose comme le chinois, quelque chose comme ça. Alors, c'était pas facile. Quand les gens ont commencé à oublier que j'étais venu de France, subitement j'étais portugais. Mais c'est toujours le regard sur l'étranger, sur quelque chose ou quelqu'un qu'on comprend pas bien ou qu'on connaît pas bien. Bon, ben voilà, je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois, le remercier de sa présence. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.